Bon, je crois que nous nous en étions arrêtés au... Oula, c'est pas clairsemé, là. On n'a pas le quorum. On n'a pas le quorum. Si, t'as le quorum. T'as le quorum, là? Je suis pas sûr, à l'argent. Ah, c'est bon. 19, ouais, c'est bon. J'en ai déjà 23. On a la majorité. C'est bien bon le quorum. On doit avoir la majorité. Non, ils arrivent. On est 15, 16, 17. 17 on est. On est plus que 17. Non. 2, 4... Ah, pardon. Bon, le compte administratif a été présenté ce matin avant toutes nos questions là vis-à-vis du rapport d'activité et bien au-delà. Donc je vous laisse la parole pour ceux qui veulent la prendre, et sinon nous passerons au vote. Martine. Oui, sans être très très longue, simplement pour dire qu'avec une hausse inespérée des recettes et des taux d'emprunt qui sont historiquement bas, vous bénéficiez d'une conjoncture extrêmement favorable, ce qui explique aussi pour partie certains des excellents chiffres qu'on a pu voir ce matin, et que ce compte administratif 2018, il est l'image d'une stratégie budgétaire contre laquelle nous nous étions prononcés au moment du vote du budget primitif. Donc, il est aujourd'hui la traduction chiffrée de cette déclinaison. Nous nous abstiendrons sur ce compte. Bon, mais écoutez, je crois qu'il faut que je sorte. Je n'ai pas d'éléments complémentaires à vous apporter. Vous êtes dans la démarche logique de non-validation du budget. Sur l'exécution, vous restez sur votre vision. Je vais sortir peut-être. Allez. Le temps que Christine sorte, mesdames et messieurs, on va mettre au vote ce compte administratif tel qu'il vous a été exposé par le vice-président aux finances, Philippe Gonon. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc on peut rappeler Madame la Présidente. Il semblerait qu'on me reproche que je sois un vrai somnifère. Là, c'est le directeur du cabinet, hein. Madame la Présidente, votez à la majorité. Merci. Donc, on poursuit avec le rapport suivant. Donc, ça doit être l'affectation des résultats, du résultat 18 sur 2019. Philippe. Merci Madame la Présidente. Donc effectivement, le rapport 403 vous propose une affectation de résultats 2018 comme suit.
si la régie veut bien débloquer le système. Non? Voilà. Nous allons donc tout d'abord procéder à l'analyse du besoin de financement de la section d'investissement. Nous avons un solde d'exécution de moins 4,9 millions, auquel nous allons ajouter la reprise des résultats antérieurs à 3,8 millions, quelques petits restes à réaliser pour 100 000 euros, ce qui fait que nous avons un besoin de financement de la section d'investissement de 8 800 000 euros, besoin qui doit être couvert, comme vous le voyez ci-dessous, par l'affectation du résultat de fonctionnement. Ce résultat de fonctionnement de 2018, il est de 21 493 000 euros, auquel nous ajoutons les résultats antérieurs de 15,5 millions, ce qui nous fait un solde de fonctionnement de 36 997 000 et quelques euros. Et ce qui nous donne donc l'affectation 2018 du résultat suivant: solde de fonctionnement 36 997 000, besoin de financement, investissement 8,8 millions. Et donc nous avons un solde disponible de 28 196 000, auquel nous devons rajouter les excédents des restes à réaliser d'1 386 000. Nous avons disponible donc, au terme de l'exercice 2018, et disponible pour l'affectation à la DM 2019 de 29 592 000 euros. Et c'est ce que nous vous proposons donc de voter immédiatement, Madame la Présidente. Pas de prise de parole par rapport à l'affectation du résultat, donc je propose de mettre le rapport aux voix. Opposition, abstention. À l'unanimité, je vous remercie. On passe au rapport suivant avec la décision modificative. Tout à fait. Alors en fait, nous allons vous proposer deux délibérations, l'une derrière l'autre. La première qui concerne stricto sensu la décision modificative numéro 1 de 2019 et un vote ensuite sur la programmation pluriannuelle de nos engagements et de nos investissements. Alors en ce qui concerne tout d'abord la décision modificative, nous allons vous proposer une décision en équilibre à 23,3 millions, qui est une importante décision modificative puisque vous le voyez, nous allons procéder à l'inscription de 13 millions de dépenses supplémentaires et notamment de 9 440 000 en investissement et 3 591 000 d'inscription de recettes. Les recettes, c'est essentiellement dans le domaine de l'enfance, de la famille, 296 000 euros du plan pauvreté et 387 000 l'accompagnement des MNA, sachant que ces deux sommes seront à l'identique inscrites en dépenses. La gestion financière à plus de 2 566 000, essentiellement ce sont des inscriptions de recettes fiscales supplémentaires qui ne nous avaient pas été notifiées lors du budget primitif pour la taxe foncière 697 000, la CVAE 167 000 et pour la dotation globale de fonctionnement 412 000 euros supplémentaires. Et puis à signaler alors un nouveau dispositif qui a été créé par la loi de finances 2019 dans le cadre de la péréquation horizontale destinée à financer les restes à charge des allocations individuelles de solidarité. Ce fonds nouveau qui s'appelle le FSID nous crédite de 1 208 000 euros. Ceci dit, vous verrez qu'en contrepartie, au titre des dépenses, nous sommes contributeurs au titre de ce SFID à hauteur de 1 333 000 euros, ce qui fait que finalement, dans cette affaire, eh bien, nous sommes perdants. En termes de recettes d'investissement, nous avons inscrit essentiellement le premier acompte de la vente de l'immeuble de la Clairière que nous détenions, vente qui a été faite au profit du 10, pour un montant de 2 400 000 qui est payable sur 3 ans. Et donc les 715 000 sont le premier acompte de paiement de cette vente immobilière. En termes de dépenses de fonctionnement, nous rajoutons 3 800 000 euros. Et vous avez ici le détail de ces dépenses supplémentaires. En termes de gestion financière, vous retrouvez dans la colonne en dessous le fameux FSID pour 1 333 000 euros. Et puis la constitution d'une provision de 500 000 euros dans le cadre du litige qui nous oppose aux anciens salariés de Développement 25. Nous préférons provisionner dans l'attente des résultats du procès qui devrait intervenir d'ici peu. En termes de viabilité
hivernale, nous rajoutons 1 100 000 €, puisque suivant les dires des services eux-mêmes, l'année a été chaotique, l'hiver a été chaotique, et nous avons donc dépassé légèrement le budget que nous avions prévu, donc 1 100 000 € de plus. Le plan pauvreté, tout à l'heure, je vous l'ai dit, donc tout ce que nous avions reçu de l'État, nous allons le reverser, que ce soit pour l'enfance famille ou pour l'insertion, et puis quelques 440 000 € au titre du logement. En termes de dépenses d'investissement, qui est le gros morceau de cette décision modificative et qui démontre notre volonté de donner une priorité absolue à l'investissement, vous avez 6 800 000 sur les mobilités et la sécurité routière, avec la ventilation entre réseaux structurants 3,2 millions, réseaux secondaires, enfin réseaux de dessert 2 350 000 et l'amélioration des réseaux, 1 300 000. Les 2 millions supplémentaires que nous avons affectés au SMICS très haut débit, qui passent donc de 5 millions à 7 millions d'euros, toujours pour suivre l'accélération donc du programme d'investissement du SMICS. Et puis en développement humain, 776 000 € supplémentaires sur les collèges, et vous avez le détail en dessous, et 592 000 € pour les travaux Courbet et Saline d'Arc-et-Senans. Accessoirement, une diminution des crédits sur la gestion patrimoniale, avec un petit peu de retard sur des bâtiments d'exploitation routière et l'opération Gay-Lussac. Et puis, au titre de l'environnement, 592 000 € supplémentaires que nous inscrivons dans cette DM numéro 1 de 2019. Alors, voilà la proposition d'équilibre que nous vous proposons et sur laquelle nous allons vous demander de vous prononcer. Nous affectons le total disponible que vous voyez en bas de la colonne de gauche de 19 879 571 €, qui résulte donc de l'addition des nouvelles recettes moins les nouvelles dépenses, le financement des reports qui est excédentaire d'1,2 million et l'addition, bien sûr, au résultat 2018 de 28 millions manœuvres, entre, d'une part, des dépenses imprévues, pour arrondir un peu les chiffres, à 179 570 €, et surtout, une diminution des inscriptions d'emprunt qui, à l'origine du BP 2019, était de 30 300 000 €. Nous la ramenons à 10 600 000 € dans cette décision modificative. Donc vous avez un tableau qui récapitule les principaux mouvements sur cette décision modificative, et puis 2 petits budgets annexes, donc le centre départemental de l'enfance avec quelques rectificatifs, et le laboratoire vétérinaire pour lequel nous avons dû reprendre un peu d'excédent de la section d'investissement pour combler le déficit de la section de fonctionnement. Voilà, Madame la Présidente, la première délibération à prendre sur la décision modificative qui concernait la décision proprement dite. Vous avez une deuxième délibération à prendre. Est-ce que vous voulez voter tout de suite ou est-ce qu'on vote on fait la première. On fait la première. Voilà. Voilà. Donc voilà la première proposition d'équilibre de la décision modificative numéro 1. Pas de prise de parole par rapport à Martine. Oui, simplement, nous vous avons expliqué ce matin que les priorités qui étaient les vôtres ne sont pas les nôtres, donc je ne serai pas forcément plus longue pour vous dire que nous voterons contre la DMA. Écoutez, on va poursuivre notre action, et puis nous nous retrouverons au budget. Hein, voilà, je pense qu'on a fait quand même des efforts particuliers dans certains domaines. Je vous ai expliqué le pourquoi de ne pas intégrer dès cette DM certaines demandes ou des réflexions que nous avions fait en amont, parce que je souhaite avoir beaucoup plus de précisions, dont acte. Frédéric. Non, mais Présidente, je pense que tu réponds à ce que j'allais dire, c'est-à-dire que je pensais que c'est presque une occasion manquée de se dire... Oui, 2 fois, hein. 2 fois, mais peut-être que la troisième, ça ne sera pas une. Mais je trouve un peu dommageable, effectivement, compte tenu que la situation est bonne et que, globalement, les recettes du département, elles sont le résultat, effectivement, d'une situation économique qui va mieux, et une situation économique où l'ensemble des habitants du Doubs y participent. Je trouve que ce qui est fait à Courbet, j'étais à l'inauguration, et je trouve que c'est bien, quoi. Mais il peut y avoir Courbet d'un côté, et à mon sens, il doit y avoir une forme de redistribution pour les habitants. Donc, on avait évoqué un certain nombre de pistes.
celle de la taxe sur l'électricité, parce que là, ça touchait tous les ménages, celle, à mon sens, également de l'aide à domicile. Et on voit bien qu'il y a une attente, il y a une demande par rapport à ça. Et on peut renvoyer ça au budget, mais pour moi, je pense qu'il y a une urgence. Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit en capacité de répondre plus rapidement que par le passé. Voilà, je pensais que... Et c'était facile à faire, me semble-t-il, compte tenu que la situation économique et la situation financière du département est nettement meilleure. Voilà. Mais on se retrouvera au budget, Président. On se retrouvera même en DM2. Hein. Et quand on parle de la taxe d'électricité, la délibération est à prendre pour fin octobre, si ma mémoire est bonne. Donc pour moi, il n'y a pas d'acte manqué. On va regarder tout cela. Je vous ai dit, pas de précipitation sur la DM1. On met quand même 13,5 millions d'augmentation d'investissement. Je crois que c'est quand même pas négligeable. Sur le fonctionnement, il y a quelques millions aussi. J'entends, hein, je crois qu'on n'est pas campés ni les uns ni les autres sur nos positions. À la DM2, nous aurons beaucoup plus d'éléments probants par rapport à toutes ces études, audits que nous sommes en train de faire pour avoir des réalités, pas d'avant, mais de demain. Voilà. Donc, je prends acte et nous passons au vote. Donc, des oppositions? Abstention? Donc, à la majorité, je vous remercie. On passe sur la deuxième délib pour la pluriannualité. Oui, tout à fait. Bien que nous étions arrêtés, je ne sais pas si vous vous souvenez, lors la première présentation, à des autorisations d'engagement à hauteur de 201 millions. Ici, nous vous proposons donc, au titre de la modification budgétaire de ce mois-ci, de passer à 260 millions d'autorisations de programme et de quasiment pas modifier les autorisations d'engagement. Autorisations de programme, je rappelle, c'est l'investissement que nous comptons réaliser sur les années suivantes, et les autorisations d'engagement qui est beaucoup moins significatif, puisque ce sont essentiellement des dépenses de fonctionnement qu'il est très difficile de programmer en pluriannualité. Donc vous avez ici le détail des autorisations de programme essentiellement consacrées au collège, au développement territorial, notamment pour le SDIS, à l'environnement, au tourisme et aux bâtiments et moyens généraux. Donc vous avez une deuxième délibération à prendre, Madame la Présidente, sur cette nouvelle ventilation des autorisations de programme et autorisations d'engagement, sachant que cette DM, avec ces programmations nouvelles, démontre à la fois, et ça nous voulons le rappeler, notre volonté affirmée d'investir et surtout notre capacité retrouvée à investir dans le département du Doubs. Merci, Monsieur le Vice-président. Ça n'apporte pas débat, me semble-t-il, sur cette programmation. Donc, opposition, abstention. Ah, je te donne la... Tu veux la parole, Martine? Elle-même, puisque c'est la déclinaison. Merci de ces éléments de... Donc, je reprends le vote parce que vous ne vous étiez ni abstenu ni voté contre. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? À la majorité, je vous remercie. Je voudrais féliciter la qualité du travail, là aussi, pour cette présentation et pour tout ce qui a été réalisé pour cette DM et ses affectations. Donc, nous passons à la première commission, me semble-t-il, avec Odile. Je pense que tu prends, vous êtes répartis les rapports d'Annick et de Pierre. Donc, vas-y, à toi. Merci, Présidente. Donc, je présente les deux rapports de la première commission. Ces deux rapports qui ont été présentés jeudi dernier ont été tous les deux votés à la majorité de la commission, puisque la minorité dans notre commission ne se prononce pas. Donc, le rapport 101, Solidarité humaine, insertion. Ce rapport présente la convention conclue entre le département et les organismes payeurs de RSA, à savoir la CAF et la MSA. Cette convention est en fait un renouvellement, puisque la précédente convention arrive à échéance fin juin. Elle doit être signée pour une période de 3 ans et elle porte sur les modalités de gestion du RSA.
Le projet intègre les priorités fixées par notre projet départemental 425, comme la précédente convention, mais également le programme départemental pour l'insertion et pour l'emploi, le PDIE, que nous avons voté en décembre dernier. La nouvelle convention a été élaborée au sein de 2 groupes de travail techniques qui réunissaient la CAF et le département. Le cadre général est relativement inchangé. Il y a quelques modifications qui résultent de la mise en place de la téléprocédure fin 2017 et de la mise en œuvre d'amendes administratives début 2017. À la page 2, vous avez signalé quelques éléments importants qui concernent les demandes de remise de dettes sur indu et également sur les amendes administratives. La convention complète figure en annexe. Il est demandé à notre Assemblée d'approuver cette convention liant le département et la CAF du Doubs pour une période de 3 ans à compter du 1er juillet 2019 et d'autoriser Madame la Présidente du département à signer la dite convention. Merci. Merci Odile. Des remarques ou prises de parole sur ce rapport? Je n'en vois pas. Je mets le rapport au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au rapport 102, Odile. Donc 102, c'est un rapport encore solidarité humaine, insertion, prévention et lutte contre l'exclusion. Ce rapport présente la convention de contractualisation département-État en ce qui concerne la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté. Ce plan contre la pauvreté qui a été annoncé par le président de la République le 13 septembre 2018 et dont nous avons déjà parlé, la présidente nous en a parlé. Et on a d'ailleurs un petit feuillet là qui nous présente les actions sur le département. Dans le cadre de son projet départemental CAP 25, dans le cadre du programme départemental pour l'insertion et pour l'emploi PDIE, dans le cadre aussi de sa politique pour l'enfance, est un acteur pleinement engagé. Et ce contrat est une opportunité pour accélérer et enrichir les actions au service des habitants les plus vulnérables. Cette contractualisation permettra de renforcer les actions portées en matière de politique d'insertion et de politique de l'enfance en bénéficiant de nouveaux financements. Dans le rapport, qui est très complet, que vous avez certainement bien étudié, on retrouve les constats initiaux et en annexe 1 de la page, en annexe 1 de la page 6 à 14, vous avez les données précises pour le Doubs, sous forme de tableaux, de graphiques, de cartes, de textes. Donc les principaux indicateurs de la pauvreté sont résumés pour notre département, page 3. Dans les pages suivantes, vous avez les 4 grandes priorités de la stratégie nationale. Mettre l'accent sur l'insertion en visant un meilleur accès des bénéficiaires des minima sociaux à l'insertion sociale et professionnelle. Prévenir toute sortie sèche pour les jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance. Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles. Et puis le dernier, garantir les droits essentiels de tous les enfants. Donc une équipe projet a été constituée sur initiative conjointe du département et de l'État avec les partenaires clés qui sont dans ces politiques et c'était pour préciser le contenu de la contractualisation pour notre département. À la page 4, vous avez les 3 points. Donner la priorité à l'insertion par l'emploi dans un contexte de forte demande en main-d'œuvre et en compétences des acteurs économiques du territoire. Deuxième priorité, favoriser les interventions précoces dans une logique d'investissement social dès la petite enfance afin de lutter contre les phénomènes de reproduction sociale. Et le dernier point, garantir la sobriété de la démarche pour concentrer les financements sur les actions présentant un fort effet de levier dans le respect du cadre défini au niveau national. Au niveau des financements, le département bénéficiera d'un montant total de 513 030,4 € dans le cadre de ce plan. La première somme, c'était 470 000 €.
Et nous avons une enveloppe complémentaire de 43 000 € qui a été accordée pour renforcer l'accompagnement des sortants de l'ASE. Ce qui fait que pour les sortants de l'ASE, la somme totale atteint 70 800. Le reste du rapport décrit les actions envisagées pour la partie socle et pour la partie facultative. Et en annexe, à partir de la page 15, vous sont détaillés les engagements du socle et également les fiches actions prévisionnelles. Vous avez dû prendre connaissance de tous ces documents, donc je ne vais pas plus détailler. Donc le conseil départemental doit aujourd'hui approuver telle qu'elle figure en annexe la convention à intervenir avec l'État, définissant les engagements réciproques quant à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté au titre de l'année 2019 et autoriser Madame la Présidente du département à signer la dite convention et ses éventuels avenants. Je vous remercie. Alors, Géraldine ? Madame la Présidente, donc parmi les 4 priorités, celle de prévenir toute sortie sèche pour les jeunes sortant de l'ASE justifie l'efficience des contrats jeunes majeurs. Sur le terrain, nous entendons un durcissement de l'octroi. Lors de notre dernière réunion de commission 1, Annick et Odile nous ont informé d'une future présentation des nouvelles modalités de ces contrats jeunes majeurs. Donc nous serons donc vigilants au fait qu'il n'y ait pas de contradiction entre les objectifs affichés et la réalité. En attendant, nous voterons pour cette contractualisation, cette convention présentée sur ce rapport. Merci. Et on ne manquera pas donc de vous faire état de ces contrats pour qu'on puisse échanger. Vous ne l'avez pas fait en première commission encore parce que ce n'était pas finalisé. On avait déjà travaillé sur les contrats jeunes majeurs, mais à partir du moment où on a une somme supplémentaire dans ce plan contre la pauvreté, il y aura des mesures qui seront prises et elles sont en train d'être travaillées. Oui, merci Odile. Sur le plan pauvreté, donc j'ai un peu insisté ce matin avec Monsieur le Préfet parce que c'était très ciblé, les aides étaient très ciblées et nous avons pu justement sur les sujets qui nous préoccupent orienter de l'argent en complémentarité de ce qu'on mettait déjà. Donc voilà, vous aurez le rendu de tout cela. En tout cas, je vous remercie de la confiance que vous nous accordez puisque vous votez ce rapport avant même d'avoir eu tous les éléments. Donc je mets le rapport aux voix. Opposition, abstention, à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au rapport suivant, donc directement la 3e commission. Merci Odile pour ces 2 rapports. Et nous partons sur les routes avec Thierry. Oui, merci Madame la Présidente. Donc, dans le cadre de la DM1 de ce budget, il est proposé donc un investissement et l'inscription complémentaire de 6 825 000 en CP, qui est couvert déjà par des AP déjà votés, dont une partie nécessite une affectation. Donc ils sont répartis comme suit. Pour la maintenance du réseau structurant, ce sont 2 670 000 € d'AP qui serviront à financer des opérations telles que les ouvrages de protection des falaises de Valentinier, le traitement de glissement de terrain à Cé-Mézières-Tarsenais et le 2e glissement sur la côte de Mort et aussi à Soultz-Cernay. Donc, une partie sera prise sur risque naturel réseau structurant pour 580 000 € et une partie sur chaussée et réseau structurant pour 2 090 000 €. C'est aussi pour la maintenance du réseau de desserte. Ainsi, c'est 1 900 000 € qui seront dédiés à la maintenance du réseau de desserte pour de nouvelles opérations de risque, au titre des risques naturels, comme le traitement du glissement d'Abondessou et aussi dans le cadre de la programmation routière territorialisée, PRT, ainsi que des opérations de remise en état du réseau avant déclassement dans le domaine public pour les communes, ainsi qu'un programme complémentaire de mise à niveau des chaussées du réseau de desserte. Donc, c'est réparti comme suit: pris sur risque naturel, réseau de desserte 400 000 €, pris sur la PRT au titre des déclassements 520 000 €,
pris sur la PRT au titre des mises à niveau, 980 000 euros. Et concernant l'entretien courant, il y avait une autorisation d'engagement de 2,6 millions € qui avait été votée au budget. Et c'est un complément de 100 000 € en fourniture de voirie qui est proposé. Et quatrième action, les actions de progrès. Dans le cadre du vote du BP 2019, l'Assemblée départementale avait voté une AP de 600 000 € en complément de l'AP stocké qui avait été voté initialement, qui était de 500 000 € pour intégrer un nouveau projet d'expérimentation sur les routes innovantes en partenariat avec les entreprises. Donc il est proposé d'affecter 600 000 € au titre des actions de progrès pour l'année 2019. Voilà, Madame la Présidente. Merci Thierry. Je passe la parole à Martine. Présidente, avec ce rapport, vous proposez des compléments financiers pour la maintenance du réseau structurant comme du réseau de desserte, pour l'entretien courant et pour des actions de progrès. Alors que la sécurité sur les routes doit être l'une des priorités de chacun dans son niveau de compétence, nous soutiendrons cet effort. Nous souhaitons cependant intervenir sur la question de la limitation de vitesse hors agglomération, puisqu'il appartient au président des départements de revenir aux 90 km/h antérieurs ou de maintenir la limitation à 80 imposée l'an dernier, et que vous avez interrogé les maires sur le sujet. Intervenir non pas pour donner un avis, simplement pour partager un constat. J'ai bien entendu ce matin la préconisation de notre collègue Ludovic Fagot. On doit travailler avec des indicateurs et avec des indicateurs chiffrés. Aussi, pour la prendre en compte, je vais partager quelques chiffres avec vous, ceux de l'accidentologie dans le Doubs, en nous concentrant sur la zone de gendarmerie, celle donc qui est principalement concernée par la mesure. Pour ce qui est des tués, sans surprise, on constate la vérification d'une loi de la physique, la violence du choc augmente avec la vitesse, c'est donc en zone de gendarmerie que l'on perd la vie sur la route. Mais sur la période identique qui court du 1er janvier au 9 juin pour les années 2017, 2018 et 2019, on constate depuis le passage aux 80 km/h une baisse tout à fait significative du nombre d'accidents en 2019, avec 33 sinistres, qu'en 2017 et 2018 sont homogènes respectivement à 60 et 61. Le nombre d'accidents a été divisé par 2. Pour ce qui est des blessés, même constat d'une homogénéité 2017 et 2018 avec 75 et 73 blessés, et même constat d'une amélioration en 2019 où il n'était que 38. Là encore, on divise par 2. Enfin, pour ce qui est des blessés dont la gravité des lésions a nécessité une hospitalisation, le constat reste encore une fois le même, celui d'une homogénéité 2017 et 2018 avec respectivement 56 et 49 blessés hospitalisés, quand ils ne sont plus que 25 en 2019. Toujours, on divise par 2. À l'heure où un choix devra s'opérer, où vos actions, y compris en termes de communication, montrent votre souci de faire en sorte que la route soit moins dangereuse, nous tenions vraiment à partager ces chiffres. Il était bon de rappeler l'ensemble de ces chiffres que nous n'avons pas joints, mais que vous êtes procurés. C'est bien un beau travail qui a été fait. C'est plus qu'une consultation vers les maires, c'est vraiment un partage par rapport à... Vous savez bien que sur les départementales, il y a des départementales qu'on n'imagine pas accidentogènes du tout et qu'ils le sont et vice-versa. Donc je voudrais vraiment, avant qu'on prenne une décision pour revenir ou pas revenir, de toute façon, ça ne sera pas revenir, je ne pense pas, sur les 90 km/h partout. Hein. On est quand même dans une situation compliquée, département du Doubs, mais on va attendre avant de prendre quelques décisions, d'avoir le retour des maires, de vous aussi, hein, bien sûr, parce que chacun dans son canton respectif, et au-delà du canton, on a nos a priori aussi, puis les comportements sur les vitesses à adapter. C'est vrai que si on s'en tenait aux chiffres stricto sensus, on n'aurait pas de débat. Mais je crois qu'il faut qu'on aille au-delà des débats. On a suffisamment d'éléments pour faire une analyse pertinente, en plus avec une réflexion au plus près du terrain pour prendre cette décision. En tout cas, merci pour les chiffres et l'analyse qui a été livrée ici. Moyennant donc l'intervention de Martine, y a-t-il d'autres prises de parole? Tu veux ajouter quelque chose, Thierry? Non? Donc, des oppositions, des abstentions à l'unanimité? Je vous remercie. Nous passons donc
au rapport suivant avec le rapport 302. Philippe Alpi. Merci Madame la Présidente. C'est un avis sur le changement des limites cantonales suite à la création des 15 nouvelles communes sur notre département, ce qui modifie le périmètre de certains cantons. Pour votre portée à connaissance, c'est le canton de Val-d'Aon, au travers de la commune nouvelle d'Étalans, qui agrège Verrières du Gros-Bois et Charbonnières-les-Sapins. C'est le canton de Besançon 5, au travers de la commune nouvelle de Fontain avec Arguelles. Et le canton de Frasnes avec Levier et l'Abergement du Navois. C'est un avis favorable qu'il nous est amené de donner à l'unanimité de la Commission, Madame la Présidente. Si c'est à l'unanimité, c'est parfait. Je pense que vous avez eu débat en commission. Il était important, je vais demander à Monsieur le secrétaire général de nous interpeller pour qu'on puisse le passer en séance, pour qu'on puisse avoir échange si besoin était, ce qui a dû être fait en commission, donc il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à cela, qui correspond, c'est comme une nouvelle. Hein. Donc pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au rapport suivant avec l'augmentation du capital de CEDIA. Oui, toujours ce rapport concernant l'augmentation du capital de CEDIA. À l'automne 2018, nous nous étions prononcés favorablement pour l'augmentation du capital à hauteur de 404 100 €, à la condition que le département du Jura monte aussi au capital. Et à ce jour, malheureusement, le département du Jura n'a pas honoré son engagement dans l'augmentation du capital de CEDIA. Ce qui amène CEDIA à reconsidérer sa délibération pour permettre justement à CEDIA d'intervenir sur nos territoires là où il y a nécessité d'intervenir et privilégier l'action sur le terrain. Il nous appartient de lever cette réserve en attendant que le Jura revienne à de nouvelles postures, donc, et ainsi permettre une affectation de la totalité de l'autorisation de programme en AP qui a été inscrite au BP 2019, soit 405 000, et pour l'année 2019, un versement au 25 juin 2019 d'un montant de 135 000 € correspondant à la participation du département à l'augmentation du capital CEDIA pour l'année 2019, prise à l'unanimité par la Commission. Elle est par l'Assemblée, il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons au rapport suivant avec la convention de partenariat avec le SDIS. Philippe, tu poursuis. Effectivement, Madame la Présidente, comme vous l'avez évoqué ce matin, une nouvelle convention 2019-2021 qui nous amène à conventionner avec le SDIS et plus particulièrement un engagement très fort de 3,6 millions € en autorisation de programme au titre de la participation du département au budget d'investissement du SDIS 2019-2021, dont 2,3 millions € pour 2019. Bien évidemment, dans cette convention, il y a aussi les participations en termes de fonctionnement. Tout ça à disposition dans ce rapport, adopté à l'unanimité par la Commission. Ça l'est par l'Assemblée, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Nous passons au rapport suivant avec le projet stratégique de syndicat mixte du Mont d'Or. Je crois que c'est toi, Denis, qui fais le rapport. Oui, merci Présidente. C'est le conventionnement 2019-2021 pour le développement de l'ingénierie de projets touristiques. Vous savez que ce conventionnement à intervenir avec le SMMO, la communauté de communes des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs et les communes de Métabier, Jougne et Longeville-Mont d'Or, est lié à la création d'un environnement local justement propice et facilitateur pour la mise en œuvre des projets du SMO. Et d'autre part, il y a aussi une affectation d'un montant de 150 000 € de TRM. Alors, ce rapport est en lien avec le renforcement du rayonnement et l'attractivité de la station de Métabier, qui passe justement par la capacité, par le syndicat à animer une ingénierie de projets touristiques pour la mise en œuvre de ces projets, mais également pour apporter une expertise technique et stratégique auprès des autres sites alpins et nordiques du Doubs. Le tout est vraiment dans les aspects de CAP 25, dans une logique de solidarité territoriale et de mutualisation des moyens.
Donc vous avez les éléments au dossier. La proposition, effectivement, la convention, elle engage un certain nombre de partenaires. S'agissant du syndicat, c'est d'animer l'ingénierie du projet touristique en mobilisant justement 0,8 équivalent temps plein d'ingénieurs développeurs, avec un coût estimé à 100 000 € par an. S'agissant du département, la communauté de communes et des communes, les parties s'engagent à être facilitatrices des initiatives et projets portés par le syndicat, bien sûr, de participer activement à la mise en œuvre opérationnelle. Et puis s'agissant du département et des communes, les parties s'engagent bien sûr à participer au financement de l'ingénierie de projets touristiques portés par le syndicat en reversant ce dernier chaque année 60% du produit de la taxe des remontées mécaniques perçues par leurs soins. Voilà, vous avez des calculs que je ne reprends pas. La convention est prévue pour une durée de 3 ans. Elle couvre la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Et puis comme le projet stratégique est bien plus lointain et profond, il y a capacité aussi à ce que la convention soit automatiquement reconduite pour une durée de 3 ans, dans la limite d'une seule reconduction, sauf dénonciation express. Voilà. Et pour le département, la décision de renouvellement sera prise après l'analyse d'un bilan produit par le SMMO et présentant justement les actions financées grâce au reversement de la TRM. Enfin, le suivi de la mise en œuvre de la convention sera assuré par un comité composé de représentants, élus et services des différentes parties qui pourront donc faire le point sur les projets mis en œuvre et les actions et démarches mis en œuvre collectivement pour renforcer justement le rayonnement et l'attractivité touristique de la station de Métabier et du site de Chaux-Neuve. Voilà en substance ce rapport qui a été adopté à l'unanimité par la 3e commission. Merci Denis. Je vais passer la parole à Claude. Merci Madame la Présidente. La semaine dernière, un article du quotidien régional indiquait que lors de son assemblée générale, l'espace nordique jurassien soutiendrait les investissements pour les stations à plus de 1000 mètres du fait d'un enneigement de plus en plus précaire pour une altitude inférieure. On ne peut qu'approuver les enjeux stratégiques identifiés par le SMO, dont celui de fiabiliser le produit neige de façon raisonnée, mais aussi de développer les activités non dépendantes de la neige. Le SMO s'engage donc à animer une ingénierie de projets touristiques et cela a un coût. Comme 3 communes, les départements vont reverser au SMO une part de la taxe sur les remontées mécaniques pour permettre au SMO de financer cette ingénierie. Jusque-là, rien à redire. La suite, vous l'avez déjà entendu de notre part, et je pense que cela amènera quelques sourires ou même l'utilisation par Florence du joker de Pierre. Page 4, il est noté que cette ingénierie de projets touristiques sera dans une logique de solidarité territoriale, faire profiter à d'autres ce qui sera développé. Et pour ne pas la citer, Pontarlier va profiter de l'attractivité touristique de ce secteur. Pour nous, il n'est pas logique que l'aide financière ne provienne que de 4 collectivités. C'est pour cette raison que nous nous abstiendrons sur ce dossier. J'entends votre abstention par rapport à ce dossier. Bon. Tu veux prendre la parole 2 secondes parce que... Oui, Claude, d'abord, je voudrais te remercier pour ta participation permanente à nos travaux au niveau du syndicat mixte du Mont d'Or. Mais là, en l'occurrence, c'est l'affectation de la TRM sur laquelle nous avons travaillé justement pour essayer de construire une véritable économie touristique à l'échelle du massif du Jura, sans opposer les territoires et justement construire une ingénierie, un pôle d'ingénierie au service des stations de ski, qu'elles soient nordiques ou alpins, et permettre, au travers de cette TRM qui est fléchée, de construire véritablement ce pôle. Simplement, là, pour l'or, ça n'a rien à voir avec la ville de Pontarlier qui ne bénéficie pas de la taxe de remontée mécanique qui est versée par la station aux communes et au département. Tu veux peut-être la parole, Claude ? Oui, c'était juste dire qu'ils pouvaient aussi participer, peut-être pas uniquement par la TRM, mais d'une autre manière. Oui, mais là, il s'agissait de la taxe, hein, donc on parle bien de la taxe. C'est dommage que vous ne puissiez pas voter ce rapport avec nous, parce qu'on a quand même beaucoup travaillé. Vous avez beaucoup travaillé au sein du syndicat mixte Mont d'Or, en tout cas sur tout ce qui est aspect climatique, aménagement, etc. Vous étiez à l'unanimité, et c'est vrai que c'est un projet de développement touristique du département très important. Hein. Cette partie du département représente quand même 50% donc, du tourisme dans le département du Doubs. Mais bon, moi j'entends, c'est plus
affaire de principe, mais là, il s'agit vraiment d'une taxe précise de remontée qui n'est pas sur le territoire de Pontarlier. Donc, mais bon, j'entends, hein, j'entends, et je vous laisse le soin de ne pas voter ce rapport avec nous. Donc, y a-t-il des oppositions, des abstentions à la majorité? Alors, le rapport suivant, le rapport 306, le comité départemental du tourisme, rapport financier 2018, c'est Denis qui nous l'évoque. Oui, merci Présidente. Ce rapport a effectivement pour objet de soumettre à votre appréciation le rapport financier 2018 présenté par le président du CDT dans le cadre de son association. La première partie du rapport a fait le rappel des conditions dans lesquelles le département accompagne le CDT, notamment dans le cadre de la convention cadre de partenariat sur une durée de 3 ans 2018-2020 avec les objectifs et puis le programme d'action. Et notamment le rappel que pour l'année 2018, le département a attribué une subvention d'1 300 000 € au CDT pour la mise en œuvre et en outre cotisé à hauteur de 750 €. Alors ce rapport financier, vous l'avez en détail, il couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2018. Les principaux points à retenir en compte de résultats, effectivement, vous les retrouverez le même qu'en bilan. Ce qu'on peut peut-être reprendre, c'est l'analyse. C'est déjà la satisfaction de présenter un CDT dont la santé financière est très satisfaisante, dont les fonds propres sont solides et représentent 54% du bilan et un chiffre stable finalement ces dernières années. Après 3 exercices où les chiffres étaient négatifs, le CDT enregistre donc en 2018 un résultat net positif, 80 116 €. Il en est de même pour sa capacité d'autofinancement à 102 000 €. Donc ça a été rendu possible grâce à une baisse des charges, moins 13%, et effectivement beaucoup plus forte que la baisse des produits. Cet effort permet donc au CDT de disposer d'une trésorerie conséquente, laquelle s'est accrue en 2018 et représente désormais plus de 10 mois de fonctionnement, c'est-à-dire 1,13 million €. Le CDT n'est pas endetté financièrement et a priori n'a pas d'importants besoins en investissement. Voilà donc la proposition, effectivement, c'est une prise effectivement de connaissance du rapport financier et vous trouverez effectivement en annexe les éléments qui composent le rapport de gestion, les comptes annuels 2018 du CDT et vous avez, même si ce n'est pas une obligation dans ce rapport-là, mais vous avez en plus le rapport d'activité 2018. Ces éléments ont été approuvés par les membres de l'Assemblée générale ordinaire lors de sa réunion toute récente du 14 juin 2019. Voilà, ce rapport a été adopté à l'unanimité. Dans sa présentation. Voilà. Très bien, donc acte, il n'y a pas de prise de parole. Donc nous passons au rapport suivant, donc avec le rapport 405, remplacement d'un conseiller départemental. Merci Madame la Présidente. Il s'agit donc pour notre Assemblée de prendre acte du remplacement de Monsieur Noël Gauthier par Monsieur Philippe Claudel pour siéger en qualité de membre de la commission permanente et d'acter également qu'il fait partie de la commission numéro 2, développement humain. Pas de sujet par rapport à ce rapport, je pense. Pas d'opposition, pas d'abstention. À l'unanimité. Le rapport suivant, le 406. Il vous est proposé d'acter 3 dispositions. La première concernant toujours M. Philippe Claudel en remplacement de M. Noël Gauthier au sein des commissions et organismes extérieurs dont la liste figure dans l'annexe qui est attachée à ce rapport. Deuxième modification qui concerne le Conseil départemental de l'éducation nationale. Madame Rochebeau serait remplacée par Madame Virginie Chavet. Troisième modification, la commission départementale de présence postale où Madame Rochebeau serait remplacée par Madame Fèvre-Petitjean. Et enfin, l'association Espace Nordique Jurassien ayant été dissoute,
Elle est remplacée par l'association... Non, c'est l'association Ordou Nordique qui a été dissoute et l'espace nordique jurassien Indou-Jura qui a été créé. Et le représentant du département en serait M. Pierre Simon. Alors, avant de passer ce rapport au vote, il faut que vous autorisiez ou ne pas autoriser le fait de voter à main levée, puisque normalement c'est un bulletin secret. Est-ce que quelqu'un s'oppose au vote à main levée? Non, il n'y a pas de souci, nous sommes tous d'accord, nous restons bien dans la procédure. Je crois que je regarde pour ne pas faire de bêtises. Voilà, ok. Donc, des oppositions, des abstentions. À l'unanimité moins une. Donc, voilà, te voilà installé l'ensemble de tes fonctions, Philippe. Alors, nous passons au rapport suivant. Il s'agit du rapport 407. Philippe, toujours? Tu croyais que tu avais terminé? Oui, c'est ça. C'est Denis qui va. Oui, alors, il s'agit d'approuver une convention constitutive d'un groupement de commandes entre le département, la ville de Besançon, la CAGB, le CCAS de Besançon, le SDIS 25 et le CIBER, relative aux modalités d'achat de carburant et d'utilisation de la station de carburant de la ville de Besançon, telle qu'elle figure en annexe au rapport, et d'autoriser Madame la Présidente à signer cette convention. Bien, tout le monde, il n'y a pas de prise de parole, pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons au rapport suivant qui ne demande pas de vote, le 408. Alors, il s'agit d'approuver un certain nombre de décisions prises par Madame la Présidente. Ce sont des dispositions relatives au marché avenant réalisé depuis la séance du Conseil du 18 mars 2019, les opérations financières relatives aux emprunts et à la ligne de trésorerie. Alors, il n'existe plus de ligne de trésorerie, quand il faudra peut-être qu'on modifie un jour les rapports sur la séance du Conseil départemental du 18 mars 2019 et l'ensemble des affaires pour lesquelles une action en justice a été engagée ou clôturée depuis la séance du 18 mars 2019. Il faut se prononcer sur le projet de délibération. Ils ont mis, se prononce. Bah oui, mais je vois qu'il y a. Bah, je sais pas, je vois qu'il y a une modification. Il y a une modification. C'est pas de vote. Donc c'est une erreur. Donc, dont acte. Merci Madame la Présidente. Donc, le rapport 409 concerne une adaptation de l'organisation en ce qui concerne la direction enfance-famille et la direction territoriale des solidarités humaines de Besançon. Donc, l'organisation des services a été préfigurée en 2016, adoptée par la délibération de l'Assemblée départementale du 27 mars 2017 et elle est effective depuis le 1er avril 2017. Et après plus de 2 années de fonctionnement, la mise en œuvre de cette nouvelle organisation a fait apparaître la nécessité de procéder à certaines adaptations au sein de différentes directions. Donc, cela concerne aujourd'hui la direction enfance-famille avec un changement de rattachement hiérarchique pour les responsables de pôle PMI au DTSH et de la mission d'accueil petite enfance du service départemental de PMI au pôle territorial PMI de Besançon, de redéploiement de postes et au sein de la direction territoriale des solidarités humaines de Besançon, donc à l'issue de concertations menées avec l'ensemble des équipes, et ceci est vrai pour les 2 adaptations qui concernent ce rapport, un certain nombre d'éléments sont ressortis, avec notamment des tailles d'équipes très disparates, des écarts de charge de travail entre équipes, un rééquilibrage des agents contractuels en compensation de temps partiel, une pluridisciplinarité à renforcer, des périmètres d'intervention à interroger. Et le travail a été mené avec l'objectif d'alléger la charge de travail des équipes et des cadres pour engager un travail sur les pratiques professionnelles, de mieux piloter le dispositif d'accueil familial et d'apporter davantage de lisibilité et de réactivité aux assistants familiaux.
Donc cette adaptation consiste notamment en un principe de rééquilibrage des charges des travailleurs sociaux de polyvalence entre centres médico-sociaux et ville de Besançon, et puis la création d'un pôle dédié aux mineurs non accompagnés. Donc tout ceci avec un effectif constant. Et le deuxième point de ce rapport concerne l'adaptation des postes. Donc c'est un point que nous présentons régulièrement, qui traduit la nécessité permanente d'ajuster les postes aux évolutions de la collectivité et au fonctionnement des services. Donc nous avons 12 adaptations de postes donc, qui consistent en 12 créations et 12 suppressions de postes comme habituellement. Merci Flo, ça n'apporte pas de commentaires, donc pas d'opposition, pas d'abstention, à l'unanimité, je vous remercie. Le rapport suivant, 410. Donc le rapport 410 concerne la question du régime indemnitaire. Donc, en ce qui concerne le régime indemnitaire des ingénieurs en chef, donc, lors de notre session budgétaire de décembre 2017, nous avons mis en place le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, dit RIFSEP, pour les cadres d'emploi qui étaient éligibles à cette date, et nous avons défini à l'avance l'ensemble des modalités d'application. Nous avons déjà complété cette délibération de décembre 2017 par 2 délibérations, le 26 juin 2018 pour l'intégration des agents de catégorie A et B de la filière culturelle et le 22 octobre 2018 pour l'intégration des médecins territoriaux. Et aujourd'hui, suite à la parution de l'arrêté du 14 février 2019, donc ce sont les agents issus du cadre d'emploi des ingénieurs en chef territoriaux qui sont éligibles au RIFSEP. Donc il s'agit d'intégrer ce cadre d'emploi dans notre régime indemnitaire du RIFSEP. Et le deuxième point concerne le régime indemnitaire des ingénieurs hors classe, où nous n'avions pas, qui pour l'instant ne sont pas éligibles au RIFSEP et où nous n'avions pas pour l'instant de grade d'ingénieur hors classe, donc pas de régime indemnitaire défini. Et aujourd'hui, il s'agit d'anticiper le recrutement ou la promotion d'agents relevant de ce grade et il convient de définir le montant du régime indemnitaire applicable au grade d'ingénieur hors classe. Donc la proposition qui est faite sur la base des régimes indemnitaires actuellement appliqués au cadre d'emploi des ingénieurs territoriaux en référence aux fonctions exercées et vous retrouvez le détail de toutes les... De tout ce qui peut être appliqué dans le cœur de ce rapport. Merci Florence. Pas de prise de parole, pas d'opposition, pas d'abstention. À l'unanimité, je vous remercie. Nous passons au rapport 411. Le rapport 411 concerne l'actualisation des frais de déplacement avec la mise à jour des frais liés aux nuitées. Donc, en ce qui concerne les dispositions réglementaires, donc les élus, les agents territoriaux, fonctionnaires et agents contractuels peuvent prétendre, sur certaines conditions et dans certaines limites, à la prise en charge de leurs frais engagés à l'occasion d'un déplacement temporaire. Donc, ces conditions sont fixées par des décrets. Les frais sont pris en charge par la collectivité ou l'établissement pour le compte duquel le déplacement est effectué. Donc, on retrouve dans ce rapport le dispositif actuel qui existe au sein du conseil départemental, selon lequel l'indemnisation s'effectue après déplacement sur la base d'une déclaration des kilomètres parcourus, selon le barème en vigueur. Et cette prise en charge, qui ne vaut pas pour les trajets domicile-travail, est calculée au départ de la résidence administrative ou familiale la plus proche du lieu de mission. Et l'évolution qui est proposée donc, fait suite à un arrêté du 26 février 2019 qui vient modifier l'arrêté en date du 3 juillet 2006 et qui majore le montant maximum de l'indemnité de nuitée. Donc il est proposé de tenir compte davantage de la réalité des dépenses et donc de valoriser les indemnités de nuitée sur la base de l'arrêté du 26 février dernier, donc à savoir 110 € sur la commune de Paris, 90 € pour les grandes villes et communes de la métropole du Grand Paris et 70 € pour les autres communes par nuitée. Voilà pour les éléments de ce rapport. Merci Florence. Donc je mets le rapport aux voix. Abstention, opposition. À l'unanimité, je vous en remercie. Le rapport suivant, le 412. Jacqueline? Non?
Vous vous mettez d'accord, s'il vous plaît? Bon, Philippe. Oui, on le fait. Bien, comme nous en avions déjà évoqué l'idée tout à l'heure, le SMICS très haut débit se propose, dans le cadre de son plan d'investissement, d'emprunter 10 millions d'euros auprès de la Banque postale. Et c'est le rapport qui vous est présenté avec cette importante précision que notre règlement intérieur d'octroi de garantie stipule que nous ne pouvons pas dépasser 50% du montant habituellement demandé par l'établissement financier prêteur. En l'occurrence ici, la Banque postale, pour faire bénéficier le SMICS d'un excellent taux qui est de 1,27% sur plus de 20 ans, nous demande 100% de garantie. Et donc, après discussion, nous proposons que dérogation soit accordée et nous vous demandons donc l'autorisation d'accorder une garantie de 100% sur ce prêt au profit du SMICS très haut débit et de cet emprunt de 10 millions d'euros. Ça ne vous pose pas de problème? Non? Pas d'opposition? Pas d'abstention? Écoutez, à l'unanimité, nous sommes à la fin de nos débats. Tu veux prendre la parole, Martine? Non, pas spécialement. Bon, bah, écoutez, moi, tu veux faire une annonce, toi? Bon, bah, allez, vas-y. Hors séance, bon. Bon, il me reste à vous remercier pour ces heures d'échange, de discussion, beaucoup de qualité. Nous nous sommes écoutés, nous n'avons pas toujours été d'accord. Vous n'avez pas voté avec nous cette DM. C'est dommage, il y avait un effort quand même particulier, aussi bien pour l'investissement que pour le fonctionnement. Mais en tout cas, nous avons pu faire le tour des sujets. Je crois qu'on peut être fiers, toutes et tous, dans cette Assemblée, de porter la politique départementale. Nous allons nous retrouver donc le 1er juillet en commission permanente. Je vous rappelle 2 dates quand même importantes. Donc, vous viendrez ou vous ne viendrez pas. J'espère que vous pourrez participer, en tout cas, au débat, notamment le 28 pour la conférence de l'eau. Donc là, ce n'est pas moi qui retarde pour l'envoi des invitations. Je vous rappelle que la conférence de l'eau est coprésidée par le préfet et par moi-même. Donc voilà, j'attends que... Pardon ? Écoutez, pour moi, tout était calé. Il semblerait que ça soit un petit peu moins calé. Donc, j'attends que Monsieur le Préfet nous donne les horaires. Le lieu, pour moi, c'est ici, sauf à ce qu'il y ait contre-ordre. Et ça devait être à 10 h, si ma mémoire est bonne, dans la première mouture que nous avions évoquée tous ensemble. Donc, de toute façon, vous allez être, dès que nous aurons la confirmation, on vous enverra déjà un mail pour que vous puissiez vous organiser. Et puis le 29, donc, nous aurons notre doudé concernant donc le sujet de l'eau dans toute sa déclinaison, donc au parc de la Gardotte, comme nous l'avions fait l'année passée. Je vous y espère très nombreux. Je crois qu'il fera très chaud, me semble-t-il, d'après les indications de la météo. Donc voilà, je voulais terminer par là, remercier l'ensemble des services pour la qualité des rapports, l'ensemble des rapporteurs pour la qualité aussi de leurs rapports présentés aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite un fructueux travail la semaine prochaine pour notre commission de la CP du 1er juillet. Et je vais clore l'Assemblée. Je crois que notre ami Philippe a un problème de quorum, donc il va rappeler à l'ordre les uns et les autres par rapport sans doute à une assemblée générale. En tout cas, merci à vous. Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente. Alors j'ai un message très particulier pour Myriam Lemercier, Raphaël Crucien, Géraldine Leroy et David Barbier concernant l'Assemblée générale de l'EPF. Charles Mougeot est en quête de quorum, donc à 8 h 30, vous êtes conviés à Arquesnan.